Au moment du mariage, on choisit notre régime, souvent plus ou moins par défaut ou alors par conviction, mais c'est plus rare. Et puis en cours de vie, certains événements peuvent nous faire revenir sur notre choix. Par exemple, une création d'entreprise ou la volonté d'une association qui pourrait souffrir d'un régime communautaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de rencontrer Hélène Boisdin. Elle est notaire et elle a l'habitude d'accompagner les entrepreneurs dans leur mariage et aussi dans leur divorce, ce qui est particulièrement important pour bien choisir son régime matrimonial. Hélène Boisdin, bonjour. Bonjour Lucien. On a déjà réalisé un épisode sur le régime de séparation de biens pour les entrepreneurs, mais peut-être que c'est quand même utile de revenir en 2 mots sur pourquoi aujourd'hui les entrepreneurs sont principalement mariés sous le régime de séparation de biens. Alors la séparation de biens, ça permet, contrairement au régime de la communauté, qui est le régime légal, c'est-à-dire par défaut si on ne fait pas de contrat, la séparation de biens permet, comme son nom l'indique, de séparer les patrimoines et d'éviter une indivision ou une communauté forcée sur tout ce qu'on va créer ou acheter pendant le mariage. En séparation de biens, l'entrepreneur qui crée son entreprise ou qui rachète des parts d'une société va être totalement libre tant dans la gestion que dans la revente de ce patrimoine qui peut être professionnel ou un patrimoine d'investissement. Il n'aura pas à proprement parler à partager ni son enrichissement, ni ses plus-values, etc. avec son conjoint. Et également, ça a pour bénéfice, cet avantage, cette séparation de biens, que le conjoint ne participe pas non plus aux dettes dont peut souffrir l'entrepreneur s'il était appelé sur ses revenus ou sur son patrimoine personnel. On a vraiment un cloisonnement des 2 patrimoines, une vraie séparation des biens. D'accord, très clair, merci. Ça permet en 1 minute 30. Je pense que cet extrait sera réécouté par les auditeurs pour se rappeler le régime de séparation de biens. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on est presque obligé de changer de régime? Parce que là, on va pas reparler de comment est-ce qu'on choisit son régime au départ, mais là, je suis dans une situation de fait et puis d'une façon ou d'une autre, je me retrouve entre guillemets obligé. Alors, on peut être obligé de changer de régime matrimonial quand on a une volonté de s'associer au sein d'une société. Et bien souvent, moi, j'ai des époux, des conjoints qui viennent me voir en me disant, voilà, je dois m'associer dans ma boîte dans laquelle je suis salariée depuis X années, mais mes futurs associés m'ont imposé de changer de régime matrimonial. Ils ne veulent pas me céder leur part si je ne passe pas en séparation de biens. Aujourd'hui, je suis en communauté. Ils m'imposent de passer en séparation de biens. C'est pas forcément ce que je souhaite, mais pour la boîte, je suis obligée d'y passer. Alors pourquoi les associés font-ils ça? On a envie de dire ça les regarde pas. En réalité, un petit peu parce qu'on sait que lorsqu'un associé acquiert des parts pendant le mariage et qu'il est en communauté, les parts vont tomber dans la communauté, notamment si ces parts sont financées par un emprunt ou par des économies réalisées pendant le mariage. Et donc là, les associés peuvent craindre qu'au moindre bouleversement amoureux de ce futur associé et en cas de divorce, eh bien cet associé n'ait pas les reins assez solides en termes financiers pour payer sa quote-part au conjoint. Et donc c'est un manque de stabilité et de pérennité pour la société et pour les futurs associés qui risquent de devoir perdre l'associé qui viennent d'intégrer dans la société au moindre problème matrimonial de ce dernier. Donc le fait de l'obliger à passer en séparation de biens rassure en se disant que certes il peut y avoir une prestation compensatoire, mais ce sera jamais la moitié de la valeur des parts et ça permet d'éviter d'avoir cette instabilité en cas de divorce, au-delà du fait qu'en plus, si on fait pas bien les choses et qu'on fait pas intervenir le conjoint dans les statuts, en communauté, il peut être associé de la moitié des parts. Enfin, il y a des conséquences, mais qui, elles, sont faciles à contrecarrer quand on s'y prend bien. Mais pour autant, quand l'argent qui finance l'acquisition est commun, ou qu'il s'agit de revenus et qu'on est en régime de communauté, ce sont des revenus qui seront communs. Donc, les parts seront communes. Donc, en cas de divorce, il n'y a pas d'autre solution que de payer la moitié de ses parts à l'autre. Si on n'a pas les liquidités, on est obligé de vendre. Donc, ça veut dire on remet tout à plat. D'accord, là c'est une situation dans laquelle on peut être un petit peu forcé par la négociation finalement de changer de régime matrimonial et puis il y a peut-être des situations où on a envie de changer de régime matrimonial. Quelles sont les raisons qui pourraient déjà nous pousser? Alors peut-être qu'on peut prendre un peu les 2 extrêmes, se dire je suis en communauté, qu'est-ce qui pourrait me pousser à vouloir changer de régime? Qu'est-ce qui aurait changé dans mon état d'esprit pour ça?
Alors ça peut être aussi de se protéger, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui me disent, bah voilà, nous on avait une situation confortable, on était salariés tous les deux. Moi je vais monter ma boîte, j'espère que ça va marcher, mais en réalité j'ai aucune certitude. Je vais prendre des risques dans le cadre de cette création de société. Je veux protéger mon conjoint et lui ou elle est aussi inquiet de cette situation, donc on veut passer en séparation de biens pour se protéger mutuellement, ce qui nous empêchera pas de prévoir des assurances vie, de prévoir éventuellement que je surcontribuerai au financement du prêt si jamais ma boîte fonctionne. Mais en tout cas, on veut vraiment cloisonner les risques et ne pas faire en sorte que le patrimoine commun puisse tomber entre les mains de créanciers éventuels si jamais ça se passe mal. Ça peut être aussi un couple qui va un peu moins bien, où tant qu'on avait les mêmes revenus, c'était pas gênant. Parce qu'on a aussi parfois des fausses communautés. C'est-à-dire que c'était une communauté par défaut, à laquelle on n'avait pas réfléchi, parce qu'aujourd'hui, si on passe pas devant un notaire avant de se marier, ben on est automatiquement en communauté. Mais c'est pas forcément un choix des époux ou des futurs époux. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas pris le soin ou parce qu'à l'époque, c'était pas une priorité pour eux de réfléchir au régime matrimonial. Et moi, ce que j'entends souvent dans les consultations même de régimes matrimoniaux, pour les gens qui vont se marier, c'est de me répondre: la question ne se pose pas, on a les mêmes revenus. Mais en réalité, quand on a les mêmes revenus, j'ai envie de dire qu'on soit en séparation de biens ou en communauté, peu importe. Dès lors qu'il n'y en a pas un qui claque tout dans des chaussures et l'autre qui économise, auquel cas ça peut créer une disparité. Mais si on a les mêmes revenus et les mêmes dépenses, peu importe le régime matrimonial, le résultat sera le même, on aura globalement la moitié. C'est justement dans l'hypothèse où il y aurait une différence de revenus que c'est important de se poser la question du régime matrimonial. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a les mêmes revenus qu'on a un choix éclairé de communauté. Et donc, on a des époux qui pensaient que la communauté leur allait bien parce qu'elle n'avait pas d'impact, mais quand ils commencent à gagner plus, se disent, en réalité, moi, j'ai jamais voulu partager mes revenus. On avait les mêmes, donc c'était pas très gênant qu'on soit en communauté, mais en réalité, j'ai jamais eu un esprit communautaire. Et on a plein d'époux qui sont sous un régime de communauté, mais qui ont des comptes séparés, qui n'ont qu'un conjoint pour le prêt, c'est tout. Tout le reste est séparé. Et qui n'ont donc pas de vision communautaire finalement de la gestion patrimoniale. Et ces époux-là, dès lors qu'il commence à y avoir une disparité, on sent que ça grince un peu. Parce que c'est encore moi qui ai tout payé, c'est encore moi qui ai financé, et puis finalement, tout ce que je mets de côté, je devrais le partager en deux, etc. Et donc parfois, à ce moment-là, même si le couple en lui-même va pas trop mal, on peut aussi avoir cette velléité de se dire, bon, en réalité, moi, je vais travailler 20 heures par jour pendant les X prochaines années pour monter et entretenir ma boîte. Non, j'ai plus envie de partager à partir de ce moment-là. Donc on peut avoir ce changement. Ça peut être aussi à l'inverse une volonté de protéger son conjoint. On commence à avancer dans l'âge, on était en séparation de biens, on est allé voir son notaire préféré qui a fait une petite simulation des droits de succession, on a 3 enfants et on se rend compte que si on reste comme ça, les enfants font payer plein pot des droits de succession, le conjoint n'aura pas grand-chose parce que il y a des enfants du premier lit, etc. Et ça peut aussi être justement dans une optique de succession, d'anticipation, soit de protection du conjoint, soit d'anticipation successorale en termes de droit de succession, et de se dire que si on partage une partie du patrimoine, les enfants vont profiter des abattements des 2 époux et non pas que de moi, et ça nous permettra d'optimiser fiscalement la transmission. Donc il y a plein de possibilités de sur-mesure à faire pour soit se protéger mutuellement, soit au contraire dans une optique de défiance, soit protéger les enfants. Merci d'écouter le podcast, je suis tellement heureux d'apprendre avec vous des meilleurs experts du domaine. On m'a toujours recommandé de continuer à faire ce qui marche, alors de mon côté, je vais continuer à interviewer les meilleurs experts de la gestion de fortune pour les dirigeants. Et de votre côté, je vous incite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. On est même disponible sur YouTube, toujours sur le même nom, le Family Office. C'est vrai que ce dernier cas de passage en communauté pour transmettre, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est pas souvent, qui vient pas souvent en tête de tout le monde, mais qu'on avait pas mal fait à une époque. Et c'est vrai que ça paraît assez évident quand on fait les simulations de souhaiter passer en communauté, et puis peut-être aussi qu'au bout d'un moment, quand on a 40 ans de mariage derrière soi, on se dit que la probabilité de divorcer aujourd'hui est tellement faible que finalement la communauté est presque une évidence un petit peu sur tous les plans, et parfois même la communauté universelle. On verra juste après dans l'épisode pourquoi parfois on peut opter pour ce régime-là en particulier. Je pense que c'est intéressant de faire
de dégager un petit peu les tendances de ces situations et puis de partir sur peut-être 3 cas différents tout dans cet épisode pour axer les choses et pour se demander OK, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place, quelles sont mes étapes. Et donc je pense que le premier cas qu'on peut traiter, c'est d'abord, je suis marié en communauté, maintenant j'ai envie d'entreprendre, donc il va falloir qu'on passe en séparation de biens. Le deuxième, c'est j'ai passé ma longue vie en séparation de biens et là maintenant j'ai envie de passer en communauté. Et puis en dernier, on pourra peut-être parler un peu de participation aux acquets, parce que c'est un régime qui a subi quelques évolutions, qui pouvaient paraître idéales sur certains aspects et qui aujourd'hui bat un peu plus de l'aile. Donc ça m'intéresse qu'on puisse en discuter. Donc peut-être qu'on peut commencer par je suis marié en communauté, j'ai maintenant envie d'entreprendre. Quelles sont les étapes pour pouvoir changer de régime? Alors pour changer de régime, quand on est en communauté, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir liquider le régime matrimonial de communauté avant de passer en séparation de biens. Liquider le régime de communauté, si on vient de se marier et qu'on a juste oublié de faire un contrat, alors ça m'arrive plus souvent qu'on ne le croit, je ne sais pas à quoi pensent les gens avant de se marier, la robe était impeccable, mais alors le contrat, ils n'y ont pas du tout pensé. Si on est dans les quelques mois qui suivent le mariage, il y a un moindre mal, on a un journal d'annonce légale, quelques centaines d'euros, un acte de changement, quelques centaines d'euros. C'est un peu pénible pour tout le monde, mais globalement, pour 1 000 euros, si on n'a quasiment rien, ça passe. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de délai minimum Exactement. pour pouvoir changer de régime, alors qu'avant, il y en avait un. Avant, il fallait attendre 2 ans. Aujourd'hui, on peut changer de régime dans les semaines qui suivent le mariage. Là, c'est vraiment le « oups ». C'est ce que j'ai oublié sur ma to-do list. Donc ça, plus on s'y prend tôt, moins c'est douloureux parce que je n'ai pas encore de patrimoine commun ou très peu. J'ai 2 échéances de salaire. Donc, hop, je peux changer de régime, ça me coûte pas grand-chose. Si au contraire, on a déjà accumulé du patrimoine commun, je vais devoir liquider cette communauté, faire des calculs éventuellement de récompense, qui a le droit à quoi, parce que moi j'ai eu la donation de ma maman qui a été investie dans l'acquisition, on a acheté un bien, on a un prêt commun, on a chacun des comptes bancaires. Et là, on va devoir tout partager. Alors, le bien immobilier, non, on va pas le partager. On va simplement faire les calculs dessus pour savoir qui a le droit à combien. Et on va pouvoir rester en indivision dessus si on souhaite pas que l'un des deux se le fasse attribuer. Donc ça, ok, c'est un moindre mal en termes de taxes. En revanche, tous les comptes bancaires, tous les avoirs mobiliers, on va devoir les partager, quand bien même monsieur garde ses comptes et madame garde ses comptes. Et alors là, c'est la difficulté. C'est que, alors qu'on ne change rien sur les comptes bancaires, on va devoir payer la taxe du droit de partage, des frais d'acte, etc. Et donc, ça peut monter très vite, très cher. Parce que le droit de partage, dans un changement de régime matrimonial, il est de 2,5% de l'actif net. Il n'a baissé que dans le cadre des divorces ou des séparations de corps. Et puis, il y a des frais d'acte aussi, des émoluments de notaire, etc. Donc, tout ça revient quand même très cher pour finalement pas changer grand-chose au quotidien, c'est-à-dire monsieur garde ses comptes, madame garde ses comptes. En plus, il y a peut-être une soulte qui sera versée, c'est-à-dire que si monsieur a plus d'argent que madame sur ses comptes bancaires, il va devoir verser une somme, alors qu'elle soit versée ou pas, mais en théorie, il est censé la verser. Donc tout ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que ça se fait de changer de régime matrimonial, mais c'est beaucoup plus lourd que de choisir dès le début un régime. Et à la limite, il vaudrait peut-être mieux partir plutôt sur une séparation de biens pour changer ensuite que de partir par défaut sur une communauté. Et sinon, mieux vaut opter pour une participation aux acquets. Et on va voir tout à l'heure, c'est moins cher de changer de régime matrimonial quand on part d'une participation aux acquets que quand on part d'une communauté classique. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est un petit peu frustrant de ce changement parce qu'on se retrouve, si on a créé 1 million de patrimoine commun, on se retrouve à payer 25 000 euros pour rien parce qu'en fait, on change. Exactement. On a l'impression, en tout cas, qu'on change absolument rien et que tout ça est très juridique et que en plus, généralement, on n'y comprend pas grand-chose. Donc, c'est forcément frustrant. Est-ce qu'il y a des délais particuliers? Enfin, déjà, est-ce que ça coûte autre chose, hein, parce que ça peut être une question. Alors non, ça coûte rien de plus que ces frais-là, donc émoluments du notaire, mais qui sont relativement limités. Le droit de partage qui est quand même pas négligeable, alors qui est sur l'actif net, certes. Donc quand on a un gros passif, ça limite quand même les frais. Des frais de journal d'annonce légale, c'est quelques centaines d'euros. Bon, voilà, tous ces frais fixes sont pas très importants. On n'est pas obligé d'aller voir un avocat, mais ça peut aussi rentrer dans le cadre si on est dans un moment un peu compliqué. Ça peut être conseillé aussi quand même d'aller voir un avocat malgré tout pour envisager toutes les options. Parce qu'on a aussi des cas où la séparation de biens, c'est un préalable finalement au divorce. Et donc, ça peut être la fausse bonne idée aussi de passer en séparation de biens pour finalement divorcer 2 ans après. Parce qu'on s'aperçoit qu'il vaut mieux se mettre d'accord sur un package global
liquidation du régime et prestations compensatoires que de faire un saucissonnage, entre guillemets, des différentes créances qu'on peut avoir l'un contre l'autre, etc. Il vaut mieux se mettre d'accord sur l'ensemble. Et en plus, les taxes de partage sont moins chères en cas de divorce qu'en cas de changement de régime. Donc la fausse bonne idée de se dire je vais économiser des frais d'avocat et je vais changer de régime et on divorcera ensuite quand il n'y aura plus rien, c'est un mauvais calcul. Donc ça peut être intéressant quand le changement de régime est motivé par de l'eau dans le gaz dans le couple et c'est quand même assez fréquent, ça vaut le coup d'aller consulter quand même un avocat au préalable ou un notaire spécialisé, mais beaucoup d'avocats très spécialisés qui vont vous faire des simulations, etc. Oui, c'est vrai que c'est un bon point parce que quand on va liquider ce régime matrimonial, alors on a dit que ça avait pas de conséquences, c'est vrai que ça, on n'a pas l'impression que ça en est, mais ça va quand même attribuer des sommes à un époux plutôt qu'à un autre. S'il y a des récompenses, on peut les calculer de différentes façons. On peut décider parfois de fermer les yeux. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut décider de faire, sauf qu'une fois qu'on aura signé le papier, le patrimoine aura été transformé dans cette forme-là. Et c'est vrai que même si on a l'impression que ça change que sur le papier, en réalité, si on souhaite divorcer après, on pourrait avoir des surprises qui seraient assez désagréables. Exactement, et ça, j'en vois régulièrement des gens qui, pour des raisons fiscales, ne mentionnent pas tous les comptes ou font des attributions complètement saugrenues. Alors là, j'ai eu ça il y a pas très longtemps. Ils s'étaient mis d'accord pour que madame garde un bien, mais en réalité, il divorçait pas, donc on lui a attribué par hasard ce bien-là. Monsieur gardait l'emprunt qui va avec le bien, donc en général, on ne dissocie pas les deux, ça n'a pas de sens. Mais ils ne sont pas désolidarisés, donc on s'est retrouvé avec des attributions qui correspondent pas du tout à une réalité ni économique, ni un souhait des parties, mais uniquement dans un but fiscal pour retomber sur leurs pattes, parce qu'on n'avait pas parlé des quelques centaines de milliers d'euros qu'il y avait sur les comptes. Et donc on se retrouve 2 ou 3 ans après à divorcer des gens qui ont des attributions qui n'ont ni queue ni tête et qu'il va falloir démêler, rattraper tout ce qui a été oublié. Et alors, on y a passé un temps fou. C'était très désagréable tant pour eux que pour les professionnels. Et en plus, très compliqué parce qu'une fois qu'on a changé de régime, faut tout démêler. C'est complexe. Ouais, et puis quand on démêle un schéma, ça a aussi des coûts. Donc, évidemment, ça va coûter finalement bien plus cher, bien sûr. Voilà, quand on essaye d'économiser en faisant des choses un peu bizarres, détricoter les détours, ça coûte toujours une fortune. Et c'est aussi frustrant d'ailleurs parce que du coup, on a l'impression de revenir en arrière. Voilà. Et tout ça pour bien plus cher que ce qu'on aurait pu faire initialement. Est-ce qu'il y a des actions particulières à mettre en place? Enfin, comment on fait pour ce changement? On a dit que peut-être on allait voir un avocat si jamais on était dans une situation un peu moyenne. On va après chez le notaire ou comment est-ce que ça se passe? C'est le notaire qui va s'occuper du changement de régime matrimonial. Il faut passer par un acte authentique, comme le contrat de mariage initial. Pour changer de régime matrimonial, il faut faire un acte notarié. Il faut que les 2 époux soient d'accord, bien sûr, pour aller chez le notaire. Aujourd'hui, la procédure a été très simplifiée. Il n'y a plus besoin de passer devant un juge, même quand il y a des enfants mineurs, dès lors que le notaire considère, et c'est lui qui va vérifier, considère que l'intérêt de la famille n'est pas mis en péril par le changement de régime. Alors, dans quel cas, en jurisprudence, on pourrait considérer, à l'aune de l'expérience qu'on a vue dans les tribunaux, que l'intérêt de la famille est mis en péril? Ce serait le cas, alors là, le cas inverse, d'époux en séparation de biens, dont un des époux qui a des grosses dettes, par exemple, qui vont passer en communauté universelle. Là, ça pourrait mettre en péril l'intérêt de la famille et notamment l'intérêt des enfants si on a peur que les créanciers happent l'ensemble du patrimoine qui va devenir commun. Mais généralement, le fait de passer en séparation de biens n'est pas contraire aux intérêts de la famille. Même quand il y a des enfants d'un premier mariage, en général, l'aménagement du régime n'est pas considéré comme lésant les enfants parce qu'ils ont toujours des actions au moment de la succession, etc. Donc, généralement, c'est relativement facilement admis qu'on peut changer de régime matrimonial sans avoir besoin d'homologation judiciaire. Quand il y a des enfants majeurs, on doit prévenir les enfants qu'il y a eu un changement de régime matrimonial qui a été signé chez un notaire. On ne lui donne pas les détails, on ne lui envoie pas le contrat de mariage signé, l'aménagement du régime, mais il a un droit d'opposition. Alors soit tout le monde s'entend bien, il demande à papa-maman de leur expliquer un petit peu plus en détail ce qu'ils ont fait, soit ils s'entendent pas et il peut, cet enfant, saisir le tribunal et il a un droit d'opposition. Et ensuite, le tribunal va devoir trancher pour savoir si le changement de régime matrimonial est cohérent ou pas, et si on doit l'homologuer ou si au contraire on va le neutraliser et dire non, vous n'avez pas le droit de changer de régime matrimonial, c'est contraire à l'intérêt de la famille, etc. Ce qui est exceptionnel.
Il y a aussi l'annonce, on doit publier une annonce pour les créanciers, pour qu'ils Exactement. puissent s'opposer éventuellement, justement dans le cas que tu décrivais où si il y a un époux in bonis qui se fait aspirer son patrimoine par un Oui. autre parce qu'il aurait potentiellement des créanciers qui le regardent au coin de la rue. Peut-être d'un point de vue très pratique, est-ce que la modification est effective à partir du moment où on signe l'acte chez le notaire ou alors où il le dépose, ou est-ce qu'il faut attendre ce délai pour pouvoir effectivement avoir changé de régime? Bien, ça dépend de quel point de vue on se place. Entre les époux, c'est rétroactif dès lors qu'on est allé chez le notaire pour signer le changement de régime. S'il n'y a pas d'opposition, dans leur rapport entre eux, ils seront, dans ton exemple, en séparation de biens dès le jour de la signature chez le notaire. En revanche, s'il y a vis-à-vis des tiers, là, ça ne sera opposable qu'une fois que les mentions légales, etc., auront été effectuées et que le changement de régime aura été transcrit également sur l'acte de mariage des époux. Donc, le journal d'annonce légale a pour but de permettre aux créanciers de faire opposition. Et ensuite, pour que ce soit vraiment opposable, il faut que ce soit transcrit de la même manière que le divorce. Il n'est opposable au tiers que lorsqu'il est transcrit sur l'acte de mariage et de naissance par la suite des époux. Donc, selon qu'on se place référentiel époux ou référentiel tiers, la date de mise en application sera pas la même. Merci pour cette précision, c'est important. Dans certains dossiers, ça peut avoir quand même Oui. des conséquences importantes. On a parlé donc de cette procédure de changement de régime qui est finalement la même, d'aller chez le notaire, etc. C'est la même chose si on décide d'aller d'un régime à un autre ou d'un régime communautaire à séparatiste ou inversement. Maintenant, on peut peut-être parler du cas inverse de ce dont on parlait tout de suite, c'est de dire j'étais en séparation de biens toute ma vie et puis bon maintenant voilà, on va plus divorcer, on a commencé envie de transmettre, du coup ça nous semble opportun de se mettre en communauté. On peut rappeler que déjà il y a plusieurs options, qu'on n'est pas obligé il y a un peu des gradations dans la Exactement. communauté. Exactement. On peut soit mettre certains biens en communauté, faire des apports en communauté, on appelle ça la clause d'ameublissement. Je ne vais passer que la résidence principale en communauté ou en société d'acquis. Je peux rester en séparation de biens, mais avoir des petites bulles de communauté où je vais apporter tel ou tel bien, ce qu'on appelle en société d'acquis. Je peux passer en communauté à partir de maintenant. Donc, tous les revenus qu'on va avoir à partir de maintenant seront communs, mais je ne suis pas obligée d'apporter les biens que j'avais jusqu'à maintenant, ou je peux apporter celui-là, mais pas les autres. Ou alors, je peux passer en communauté universelle, c'est-à-dire apporter l'ensemble du patrimoine de monsieur et l'ensemble du patrimoine de madame à la communauté. Dans tous les cas, évidemment, tout ça se discute et on fait des simulations, qu'elles soient fiscales et tout ça en matière soit maintenant et soit pour la succession, pour les enfants, entre les époux, etc. Tout ça se discute en fonction de ce qui est le plus intéressant. On peut également mettre des clauses qu'on appelle de préciput, c'est-à-dire de prévoir que ce bien-là que l'on a apporté dans cette bulle de communauté qui est limitée ou qui est élargie, ce bien-là, il pourra être attribué avant tout partage à l'époux survivant en cas de décès, avant même qu'on le partage avec les enfants. Ça peut être très protecteur pour le conjoint. On ne va pas se retrouver en démembrement de propriété avec les enfants, même si on les aime beaucoup. J'ai pas besoin de leur accord pour vendre. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Tant que je ne suis pas décédée, si je veux vendre, déménager, j'ai pas besoin de leur accord, j'ai pas besoin de partager le prix de vente de ce bien-là. Les enfants sont protégés par d'autres mécanismes, mais en tout cas, je peux prévoir des préciputs donc qui vont au-delà de simplement la mise en communauté. Non seulement on est à moitié-moitié sur le bien, mais au moment du décès du premier, je récupère 100% du bien. Et toujours utile de rappeler que le préciput, c'est que sur les biens communs. Exactement, donc il faut vraiment que ce bien-là ait été préalablement apporté à la communauté ou à la société d'acquis. Et puis je peux avoir dans une communauté une clause d'attribution intégrale, donc là si je suis en communauté universelle, et ce n'est pas toujours les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut être en communauté universelle sans attribution intégrale. La communauté universelle, c'est quoi? C'est de dire que tous les biens de monsieur, de madame vont être moitié-moitié.
quelle que soit l'origine, que ça vienne de succession, que ça vienne d'avant le mariage, que ça vienne d'économie, d'acquisition, etc. D'ailleurs, il y a une question qui peut se poser dans ces cas-là, je sais que je m'ai été posée il y a quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup de donations qui interdisent la mise en communauté Oui. pour éviter justement, parce que quand on est parent, on n'a pas envie forcément d'enrichir C'est le vrai. conjoint. Est-ce que ça pose problème quand on passe en communauté universelle, quand on est jeune et que nos parents sont encore en vie? Et oui, il faut demander l'accord des parents. Exactement. Il faut que les parents interviennent à la clause, au régime, on les fait intervenir par procuration, pour qu'ils donnent leur accord pour l'apport en communauté du bien qui a été préalablement donné. Et là c'est encore pire quand les parents sont plus là, lorsque la clause d'interdiction n'est pas limitée à la vie du donateur, là, il faut l'accord des frères et sœurs qui sont héritiers. Alors là, c'est encore pire parce que vraiment, autant demander l'accord de papa et maman, ça peut être facile, entre guillemets, encore qu'ils sont peut-être pas d'accord, mais au moins on le sait vite. Mais demander aux frères et sœurs ou aux neveux et nièces quand les frères et sœurs sont décédés, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que ces clauses à insérer dans les donations, elles sont protectrices, mais il faut les avoir en tête et on peut pas toujours tout apporter à la communauté, c'est pas toujours aussi simple, effectivement. Oui, puis il faut surtout quand on fait ces donations, il faut aussi les limiter pour pas être embêté Exactement. comme ça. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est quand même limité au moins à la vie des C'est quand donateurs, même, oui, parce que sinon, c'est un casse-tête. exactement. Ouais, au moins la limiter à la vie du donateur. On a parlé du coup tout à l'heure, de passer de la communauté à la séparation de biens. Là, on a compris qu'il va y avoir des configurations différentes parce que si je récapitule, on peut mettre des biens en communauté et ça, qu'on soit en société d'acquet, soit en communauté légale, soit en communauté universelle. Dans ce cas-là, on va vraiment apporter des biens. On peut aussi passer en communauté sans rien apporter finalement. Exactement. En Pour se l'avenir. disant pour l'avenir, on sera commun. Dans tous ces cas, combien ça coûte? Alors, ça coûte pratiquement rien de passer en communauté, enfin rien, les quelques centaines d'euros qu'on a évoqués tout à l'heure, de passer en communauté classique à partir de maintenant. Tout ce que l'on va gagner tous les deux, tout ce que l'on va économiser, ce sera commun. Là, je ne liquide pas de régime matrimonial en particulier, alors sauf s'il y a besoin de liquider, mais si je suis en séparation de biens classique, que j'ai pas de créances l'un envers l'autre, qu'on reste propriétaires tous les deux du bien qu'on avait déjà, et qu'on se dit simplement qu'à partir de maintenant, nos revenus vont tomber en communauté, j'en ai pour, allez, on va dire 700-800 euros maximum. Si j'apporte certains biens à une société d'acquet ou à la communauté, le coût va différer selon que le bien était déjà aux deux noms ou que le bien était que à monsieur ou que à madame. Si le bien était déjà aux deux noms, ce sera moins cher parce que je ne vais pas payer de taxes, de publicité foncière, etc. Enfin, Ça marche si on est à 50-50, j'imagine, Exactement. mais aussi si on est à 70-30, par Alors exemple. non, si on est à 70-30, on va devoir changer les quotités et là, l'acte va être donc publié et donc là, ça va coûter plus cher. On va payer des frais de publicité foncière puisqu'on va passer de 70-30 à 50-50 puisque l'objectif justement de la communauté, c'est de passer à 50-50. Donc, je vais toucher aux proportions d'acquisition et dès lors que je touche aux proportions de détention du bien, là, je paye. Globalement, D'accord. c'est vraiment universel. Quand on divorce, quand on change de régime, quand on donne, quand on vend, dès lors qu'on touche à la propriété ou au quote-part de propriété, on a des taxes. Donc, ça va être plus cher, effectivement, d'apporter des biens à la communauté. On va avoir des émoluments du notaire. C'est pas les plus chers parce que le montant est relativement limité. Je crois qu'on a moins de 0,3%. Mais on a aussi des taxes de publicité foncière qui peuvent s'ajouter. Je nous arrête un instant pour vous remercier de nous écouter. Si vous aimez le podcast, rendez-vous sur le-family-office.fr pour vous abonner à notre newsletter. C'est le seul moyen d'être certain de ne louper aucun nouvel épisode. Ok, donc je comprends que quand on change de propriétaire, on a des frais. Là, on a parlé de biens immobiliers. Est-ce que c'est le cas aussi pour les biens meubles? Alors, c'est moins cher pour les biens meubles. Là, pour le coup, il y a que des émoluments du notaire pour les apports. On évite tout ce qui est taxe de publicité foncière. Donc, il y a des frais qui sont beaucoup plus limités que lorsqu'on touche à l'immobilier. Sachant qu'il y a encore quelques années, c'était gratuit les frais de publicité foncière n'étaient pas payants. Et depuis maintenant 4-5 ans, ou peut-être même un peu plus, 5 ans, je dirais, ça y est, c'est payant. Donc, voilà, il y a des frais supplémentaires quand c'est de l'immobilier. Ok, et parfois, on parle de l'intérêt de passer directement en communauté universelle, justement parce que on évite de lister tous les biens, ce qui du coup fait en sorte que finalement, comme tout est commun, on se dit on liste pas et donc on ne paye pas justement la taxe sur chaque bien individuellement que sinon on aurait dû apporter à la communauté
à la communauté. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Hélas non. Si on a des biens qui sont au nom de l'un ou de l'autre, il faut bien les apporter à la communauté. Et donc, si on ne le fait pas maintenant, la taxe, on va la payer plus tard au moment du décès. Donc, en réalité, on peut pas y échapper. Voilà, il faut quand même qu'on paye ces frais. Alors, encore une fois, c'est moins cher quand on avait une communauté classique de passer en communauté universelle. Mais si on avait des biens qui étaient propres, qu'on passe en communauté, eh bien, il y a quand même des frais, soit d'émolument du notaire, soit en plus de publicité foncière, parce qu'il faut faire sinon il faudra au moment du décès faire une attestation de propriété. Donc encore une fois, ce qu'on ne paye pas maintenant, on le paiera plus tard, les héritiers le paieront plus tard, donc c'est pas forcément une économie. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que si on passe en communauté, qu'elle soit limitée avec un apport d'un ou deux biens ou élargie, on peut toujours prévoir, et quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un divorce. Donc, on peut prévoir une clause de reprise des apports. Et ça, c'est prévu expressément par l'article 265 du Code civil qui prévoit que si on apporte un bien à la communauté, on peut ne l'apporter que dans le cas où notre issue, la fin du mariage serait un décès et non pas un divorce, et de préciser que si je décède, ok, le bien il sera partagé moitié-moitié, voire il sera attribué au conjoint parce que j'ai un préciput, mais s'il y a un divorce, chacun reprend les biens qu'il a apportés en communauté, et ça ne coûte rien de le mettre, et c'est une précaution qui peut être intéressante parce que même à un âge avancé, on n'est pas complètement à l'abri d'un divorce. Oui, et puis c'est vrai que en divorce, on sait que les avantages matrimoniaux disparaissent. Oui. Et donc là, au Lorsqu'ils moins, ne prennent pas effet au jour du mariage. Mais cette clause-là, cet avantage matrimonial qui en est un et qui prend effet qu'à la dissolution, il a été inscrit dans la loi comme étant valable, même en cas de divorce. Donc, il ne faut pas s'en priver. au moins, on a cette sécurité Ouais. supplémentaire. Maintenant, la participation aux acquêts. C'est vrai que quand on présente ce régime, on se dit, en fait, c'est le mieux parce que je vais être en séparation de biens, donc je protège mon conjoint si jamais mes créanciers me tombent dessus. Et puis demain, quand je décéderai, on partagera par moitié. C'est quand même plutôt logique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souscriraient à ça. Le problème étant aujourd'hui que en cas de divorce, on partage aussi en deux, ce qui peut être difficile à entendre. Et on parlait il y a quelques minutes d'un entrepreneur qui avait 40 millions, une boîte qui vaut 40 millions. Si on doit en donner 20, ça devient tout de suite compliqué. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement la participation aux acquêts, comment elle a évolué récemment et à quoi on peut s'attendre finalement? Alors la participation aux acquêts, déjà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est un régime avec un esprit communautaire. C'est-à-dire que vraiment, on la présente comme un régime hybride, à moitié communauté, à moitié séparation de biens. C'est un régime de communauté, d'inspiration communautaire, mais une communauté en valeur et non pas une communauté en nature. C'est-à-dire que je vais devoir la moitié de mon patrimoine à mon conjoint, mais je vais lui devoir sous forme de virement, sous forme de créance de participation, et non pas en partageant en deux mon patrimoine que j'aurais constitué. Donc mon époux n'aura jamais la moitié de ma boîte, mais je vais lui payer la moitié de ma boîte si je suis en participation simple et que... Ce qui peut être encore plus embêtant, Ce qui peut être d'ailleurs. très embêtant, on est d'accord. La participation aux acquêts, donc c'est vraiment un esprit communautaire, ça faut l'avoir en tête parce que j'ai beaucoup d'époux qui, mais de bonne foi en plus, au moment du divorce, sont persuadés d'être en séparation de biens. Et alors là, ce qui est incompréhensible, c'est que parfois, ils ont fait plein d'actes tout au long de leur mariage, des actes d'achat, de vente, de création de société. Et une fois sur deux, c'est marqué marié en séparation de biens. Parce que quand on parle de contrat de mariage, dans l'esprit des gens, on est forcément en séparation de biens. Comme s'il n'existait qu'un contrat et qu'à défaut, on était en communauté. Alors que pas du tout. Et ce sont des gens qui parfois sont très étonnés au moment du divorce de devoir partager leur patrimoine, et même celui qui reçoit parfois dans toute bonne foi me dit mais en fait moi j'ai jamais voulu avoir la moitié de la boîte ou la moitié de l'enrichissement de mon mari, c'est pas du tout ce que je pensais avoir, etc. Donc vraiment faut avoir en tête que c'est une communauté en valeur. La participation aux acquêts, moi j'adore ce régime, j'en fais beaucoup et je trouve que quand il est bien expliqué et bien compris, il a beaucoup d'intérêt, mais il faut quand même avoir cet esprit communautaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La difficulté de la participation aux acquêts, elle est récente, c'est que pendant très longtemps, la pratique notariale a inséré des clauses d'exclusion des biens professionnels dans la participation aux acquêts. C'est-à-dire, on a prévu que tout ce qu'on allait gagner, acheter, économiser pendant le mariage, ça on le partagerait en deux.
Donc, c'est faire, ok, je m'enrichis, tu t'enrichis. En revanche, on prévoyait que tout ce qui était bien professionnel, la société, la pharmacie, le fonds de commerce, etc., ne tombait pas dans le cadre de ce calcul d'enrichissement et était exclu. C'était la clause d'exclusion des biens professionnels. Ce qui a le côté très pratique et rassurant de dire Exactement. que chacun garde son outil pro, personne n'est mis en difficulté dans son moyen de subsistance aussi quelque Exactement. part si jamais on divorce. Exactement. Donc, on avait tous les bienfaits de ce régime. Je partage tout ce que je vais mettre de côté, économiser. Donc, tu peux participer à ma boîte, à mon développement, parce qu'en fait, tous les fruits que je vais gagner, je vais les partager avec toi. En Donc, revanche, tous les dividendes, exactement, tous les dividendes, tous les comptes salaires, bancaires etc. que je vais mettre de côté, toutes les assurances vie que je vais remplir, tous les biens immobiliers que je vais acheter, tu en auras la moitié. Donc, on est protégés tous les deux. En revanche, si on divorce et que ma boîte, elle vaut 5 millions, je suis pas obligée de sortir 2,5 millions pour te payer la moitié de ma boîte qui, en soi, ne vaut que 5 millions que si je la vends. Mais aujourd'hui, j'ai pas le cash pour te payer les 2,5 millions. Donc, il y avait ce côté qui satisfaisait tout le monde. Et puis, l'avantage, c'est que dès lors que, encore une fois, cette clause, elle est choisie au moment du contrat, il n'y a pas de surprise. Et l'époux du conjoint entrepreneur sait très bien qu'il ne touchera pas à la boîte. Il profitera de tout ce qui a été économisé pendant le mariage et ça lui convenait très bien. Le problème, c'est que depuis quelques années, pas très longtemps, il y a une jurisprudence qui nous fait beaucoup de mal, nous, les amateurs de participation aux acquis. C'est une jurisprudence qui nous dit que la clause d'exclusion des biens professionnels, cette super clause qui était géniale, elle ne s'applique pas en cas de divorce. Alors là, c'est quand même un petit peu embêtant parce que c'est précisément en cas de divorce qu'elle est censée s'appliquer. Et en fait, la jurisprudence nous dit, la Cour de cassation nous dit, en réalité, c'est un avantage matrimonial, cette clause, puisque ça n'est pas la liquidation classique. C'est une dérogation au partage par moitié. Donc, exactement. Dans toute logique, c'est un avantage matrimonial. Il prend effet au moment de la dissolution. Donc, bim, il tombe en cas de divorce, article 265 du Code civil. Alors là, très compliqué pour les époux qui avaient fait ce choix de régime de manière éclairée, en ayant tout à fait conscience et l'espoir que la société serait protégée. Et là, bim, on leur dit que non. Alors, en pratique, force est de constater que dans mes dossiers, alors certes, je fais beaucoup de consentement mutuel, mais pas que, j'ai quand même énormément de clients qui continuent à accepter d'appliquer la clause, alors même qu'ils savent qu'au tribunal, elle pourrait être invalidée. Ouais, donc si c'est par consentement mutuel, on s'est mis d'accord là-dessus, on reste, on va dire, parce que, honnête et fair play, voilà. Et on garde ce principe qu'on avait décidé ensemble. Exactement, on n'est pas obligé d'être de mauvaise foi en cas de divorce, heureusement, et donc on peut honorer les termes du contrat, et le Code civil prévoit, et la jurisprudence l'a bien rappelé, que on peut à tout moment, enfin pas à tout moment, mais au moment du divorce, on peut maintenir cet avantage matrimonial expressément dans le divorce. Pour autant, c'est quand même embêtant parce qu'on ne peut pas garantir que tout va bien se passer et que l'entente sera parfaite au moment du divorce. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut qu'être très prudent concernant les époux qui sont soumis au régime de la participation aux acquis ou ceux qui devraient se marier prochainement et qui seraient amenés à choisir ce régime. Il y a quand même un projet de loi qui est dans les tuyaux pour redonner vie à cette clause et un peu à l'instar du 3e alinéa de l'article 265 qui valide la reprise des apports dont on parlait tout à l'heure en communauté, eh bien, il y a espoir que peut-être prochainement, la loi intègre un nouvel alinéa à l'article 265 qui lui prévoirait expressément la validité de la clause de reprise des apports en participation aux acquis. C'était un souhait de la pratique notariale qui avait fait un thème sur ce sujet au congrès des notaires et qui visiblement semble avoir été entendu. Donc, gageons que la loi passe, qu'elle passe dans ces termes et que ça valide et que ça redonne tout l'intérêt à cette participation aux acquis qui est trop peu utilisée. Et c'est bien dommage parce que pour les entrepreneurs qui ont quand même un esprit communautaire, et il y en a, c'était un régime qui présentait vraiment tous les avantages. Et alors, j'ai pas envie qu'on rentre dans un épisode complètement sur la participation aux acquis. On a déjà bien avancé dans le temps, mais ce qui me vient en tête tout de suite, c'est que finalement, les clients ont des holdings, parfois animatrices, parfois pas. Donc, la différence entre l'outil pro et le patrimonial est quand même pas facile à faire. C'est vrai. Donc, est-ce que c'était des points de contentieux à l'époque ou parce que comme maintenant ça n'existe plus pour l'instant, c'est... Alors ça peut et à la limite j'ai envie de dire que quand on avance dans le mariage et que le patrimoine se complexifie, là encore, on peut revenir sur un aménagement du régime matrimonial et on peut, dans le cadre de la clause d'exclusion des biens professionnels, si on espère qu'elle
soit validé, eh bien définir expressément ce qu'on considère comme étant professionnel ou pas. On peut y inclure l'immobilier aussi, en disant moi je considère que tout l'immobilier qui aura vocation professionnelle sera exclu de la créance de participation aux acquis, ou à l'inverse, se dire en réalité je vais faire un bail entre ma société et moi, personne physique ou SCI propriétaire, donc c'est pas délirant non plus de considérer que je rachète la moitié des locaux, puisqu'en réalité ça fait aussi partie de mon patrimoine et il est utilisé à titre professionnel, mais en réalité, que ce soit moi ou un autre qui soit propriétaire, j'ai un bail, je suis protégée, donc tout est possible quand on fait du sur-mesure. Donc encore une fois, moi, je conseille toujours aux époux qui viennent me voir quand ils vont se marier, de reprendre rendez-vous avec moi régulièrement au fur et à mesure de leur vie pour aménager le régime et se poser la question régulièrement à chaque événement nouveau ou au fur et à mesure du temps. Est-ce que mon régime est toujours adapté? Est-ce que ce que j'ai choisi au début, c'est toujours valable? Est-ce que le choix qu'on a fait à l'époque, il est toujours aussi pertinent aujourd'hui, alors que madame a arrêté de travailler, le cliché, qu'on a eu des jumeaux, que monsieur a créé sa boîte, que on a perdu nos parents, chacun a hérité, on a tout réinvesti dans des choses sans mettre de déclaration de remploi, c'est un boudi-boulga pas possible. Est-ce que vraiment ce régime qu'on a choisi il y a 10 ou 20 ans, il est toujours adapté? Bien souvent, il ne l'est pas. Et s'il l'est, on aura pris un café ensemble, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Ouais, merci. Je pense que c'est un mot de la fin qui est très bon, parce que finalement les bons schémas sont déjà ceux qui initialement sont bien compris. Ça, on l'a vu tout au long de notre épisode. Et puis 2, des schémas qui permettent aussi, quand ils sont mis en place pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire peut-être souvent plus, d'être adaptés, parce qu'évidemment on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Donc je pense que ça nous a donné un bon aperçu cet épisode. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.